Et toute l'actu vue du Sud, voici les titres. La viande de cheval au cœur d'un nouveau scandale. Des animaux qui servaient de cobayes au laboratoire Sanofi et qui auraient été vendus à la consommation. 21 personnes ont été interpellées dans tout le sud de la France. Le procès du meurtrier et violeur présumé d'Océane s'est ouvert ce matin devant les assises du Gard. C'est un père de famille de 27 ans et qui est accusé d'avoir tué la fillette de 8 ans en novembre 2011. Et puis hier à Carnon dans l'Hérault, 250 courageux se sont jetés dans une eau à 15 degrés pour la bonne cause, pour le bain de Noël des Restos du Cœur. Mais tout d'abord, donc une nouvelle fois, la viande de cheval est au cœur de ce qui semble être un scandale sanitaire. Une vaste opération de gendarmerie a été lancée tôt ce matin dans 11 départements du sud de la France par le parquet de Marseille. 21 personnes ont été interpellées. Elles auraient participé à un trafic de viande de cheval. Les explications de Franck Chassagnon. L'enquête débute ici dans une société de négoce de viande de cheval. Après avoir reçu un courrier anonyme dénonçant des agissements frauduleux, les gendarmes de la section de recherche de Montpellier mettent à jour un trafic de viande de cheval jugé impropre à la consommation. L'enquête porte sur 200 chevaux, 60 d'entre eux ont été rachetés à Sanofi Pasteur par un marchand installé dans le Gard, puis revendus à un négociant de Narbonne. Des chevaux ayant été utilisés dans le cadre de programmes scientifiques entre 2010 et 2012. Ce réseau a blanchi la traçabilité de ces animaux en fournissant par exemple des vieux contrats, des vieux carnets d'identification pour rendre propre à la consommation des chevaux qui avaient été déclarés impropres à la consommation. 11 mois après la découverte de viande de cheval dans des lasagnes et la chute de l'entreprise Spanghero à Castelnaudary, les enquêteurs ont mis à jour un nouveau scandale sanitaire, un véritable réseau mis en place pour fabriquer de faux dossiers. On loue les bureaux, on est des prestataires de services, c'est-à-dire n'importe qui peut venir à l'abattoir et dire je veux tuer une bête, je vais en tuer 10, je vais en tuer 20. On le fait abattre et puis on lui encaisse une prestation de service. Il y a un service vétérinaire état de demeure qui suit du début jusqu'à la fin les animaux. Ça me choque, oui, ça me choque, c'est toujours choquant, parce que ça salit un petit peu, ça noircit un petit peu l'abattoir alors qu'il n'y est exactement pour rien, quoi. Voilà. À ce jour, 21 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. Parmi elles, des rabatteurs, 13 maquignons placés en garde à vue dans 11 départements du sud-est de la France, un faussaire domicilié dans les Alpes de Haute-Provence et 4 vétérinaires soupçonnés d'avoir établi des certificats de complaisance sans avoir vu l'animal. De son côté, le géant pharmaceutique Sanofi indique avoir collaboré à l'enquête et avoir été interrogé il y a quelque temps en qualité de témoin. C'est le procès de l'horreur qui s'est ouvert. Le meurtrier et violeur présumé d'Océane, comparé depuis ce matin, c'est un père de famille de 27 ans qui est accusé d'avoir tué la fillette en novembre 2011. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Olivier Michel. À l'occasion du premier jour de procès, Nicolas Blondiot, 27 ans, a de nouveau reconnu avoir violé et tué Océane. C'était le 5 novembre 2011, à Bellegarde, par une soirée pluvieuse. Il avait recueilli en voiture cette fillette de 8 ans qu'il connaissait et qu'il s'était proposé d'amener chez une amie à 200 mètres de chez elle, chercher un jeu vidéo. Océane n'y parviendra jamais. Violée, étranglée et poignardée, elle a été retrouvée à 3 km de là, entre deux oliviers, pantalon baissé. 3 jours plus tard, Nicolas Blondiot s'était présenté de lui-même à la gendarmerie alors que des prélèvements ADN allaient être entrepris auprès de toute la population, une expertise génétique qui incriminera ce père de famille. Un homme souffrant, selon l'expert psychologue, d'une forme de prédation perverse, de troubles de caractère et atteint d'un no man's land psychologique, susceptible de provoquer un fort risque de récidive. Au lendemain de la découverte du corps, il était allé voir le papa, l'avait serré dans ses bras en lui disant « on va le retrouver ». Un papa qui aujourd'hui lui a adressé un « ne me regarde pas ». Accusé de meurtre sur mineur de moins de 15 ans, accompagné ou suivi d'un autre crime, Nicolas Blondiot encourt la peine la plus lourde du code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 30 ans. Suite et dernière journée du procès, demain. Politique à présent avec les têtes de liste du Parti Socialiste enfin dévoilées à Marseille. Vous le savez, dans la cité phocéenne, comme à Lyon et à Paris, le mode de scrutin est un peu particulier. On vote avant tout pour la tête de liste de son secteur et les négociations ont été longues et difficiles, mais finalement Patrick Mennucci a réussi à réunir ses anciens rivaux des primaires citoyennes pour le représenter. Sidonie Canetto.
4 hommes et 4 femmes, la parité est respectée. Après des primaires douloureuses, 5 des 6 candidats sont tête de liste, désormais unis derrière Patrick Mennucci. Le candidat PS se veut rassembleur avec une équipe mêlant expérience et jeunesse, réunissant la diversité, à l'image de Marseille. C'est normal qu'il y ait une confrontation, et puis après la confrontation, il y a la discussion, le rassemblement. Le rassemblement est là. Vous savez, nous, la particularité que nous avons, c'est que nous le faisons sur la place publique, dans des discussions, dans des débats avec les Marseillais, parce que nous pensons qu'ils doivent être intéressés à cela. Donc voilà, on pense qu'il y avait des doutes, les doutes sont levés. Il aura fallu plusieurs semaines à Marie-Arlette Carlotti pour confirmer sa collaboration. Les blessures des primaires cicatrisent doucement. La ministre aura en charge d'arracher le 3e secteur à Bruno Gilles, maire UMP des 4e et 5e arrondissements. La mairie de Marseille a besoin d'une équipe qui s'occupe des Marseillais, qui a envie de s'engager. Et donc ça, je pense que ça a été plus fort que les déchirures. Elles existent encore un peu, on les recoud tranquillement, mais on les recoudra sur du contenu. Plusieurs mois de négociations ont été nécessaires pour désigner les têtes de liste. Ce n'est qu'un début. D'âpres négociations s'ouvrent à présent pour les numéros 2 et 3 sur les listes. Des appels ont été lancés à Europe Écologie Les Verts en vue de constituer des listes communes dès le premier tour. Au chapitre politique toujours, Jean-Paul Fournier, le sénateur maire UMP de Nîmes et l'UDI, Yvan Lachaud, son adjoint, filent maintenant le parfait amour. Les deux hommes qui ont été un temps rivales ont une nouvelle fois affiché leur alliance sur le plateau de Pierre-Paul Castelli. Écoutez. Il y avait des discussions à avoir. Je crois que ça a été dans un climat plutôt détendu et sympathique. Bon, à partir de là, moi j'avais une investiture MP, M. Lachaud avait une investiture UDI. Bon, il a fallu aussi que nos instances nationales en soient d'accord, donc ce qui a été le cas. Ça s'est fait dans la sérénité, avec la volonté de toute façon de ne pas échouer, dans la mesure où on n'a pas le droit vis-à-vis de nos concitoyens de ne pas bien, j'allais dire entre guillemets, gouverner ou piloter ces deux institutions. Voilà, il s'agit d'une émission que vous pourrez retrouver en intégralité demain à 19h50 sur TV Sud Camargue-Cévennes. Autre titre ce soir avec la faillite annoncée de la SNCM. Selon les syndicats, les actionnaires seraient sur le point de purement et simplement liquider la compagnie maritime. Tout cela avec la complicité de l'État et de la région Corse. Aujourd'hui, les salariés de la SNCM ont d'ailleurs manifesté devant la préfecture de Marseille. Ils demandent une réunion d'urgence avec les actionnaires et ils demandent que l'État prenne des engagements sur la continuité de la SNCM. Nous sommes en préavis de grève pour le 1er janvier avec la grande majorité des autres partenaires sociaux, des autres syndicats, mais nous voulons régler avant Noël. Le Premier ministre est saisi par les actions qui ont eu lieu en préfecture aujourd'hui. Le Premier ministre va être de nouveau saisi par les élus de Marseille, comme il peut l'être par les élus de Corse suite aux manifestations qui ont également eu lieu en Corse. Pour nous, c'est avant Noël que cette situation insoutenable pour des mères de famille et des pères de famille doit être réglée parce que tout dans ce dossier indique que les solutions existent. Et puis en bref, toujours au chapitre social, selon la direction de la Régie des transports marseillais, les salariés grévistes ont voté la reprise du travail ce matin. C'est la fin d'un mouvement de grève qui a fortement perturbé le trafic des bus à Marseille depuis le 2 décembre. Tous les syndicats devraient être réunis prochainement pour discuter des revendications à l'origine de cette grève. Le premier train de la ligne TGV France-Espagne est entré en gare de Perpignan hier avec plusieurs mois de retard. C'est la concrétisation de l'offre ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne. 5 TGV en coopération entre la Renfe et la SNCF desserviront chaque jour 17 grandes villes en France et en Espagne avec notamment un aller-retour entre Marseille, Barcelone et Madrid. Seul le tronçon entre Nîmes et Perpignan n'est pas à grande vitesse. Et si les 80 km entre Nîmes et Montpellier sont déjà en chantier, les travaux du tronçon Montpellier-Perpignan auraient été remis en question. Concernant le calendrier, je vous rappelle que c'est l'État qui définit la politique de transport, donc il appartient à l'État de définir les échéances.
Les échéances, on les connaît dans le principe, par contre les dates exactes, elles ne figurent pas à ce jour dans la décision ministérielle. Concernant le financement du projet, aujourd'hui nous avons une chance, c'est que nous avons une convention de financement pour les études. Donc il nous appartient de conduire dans les temps l'ensemble des études qui permettent d'obtenir la déclaration d'utilité publique. À partir de la déclaration d'utilité publique, on pourra et on saura quoi acheter. Globalement, on aura défini très précisément l'objet que l'ensemble des partenaires veulent financer. Et donc c'est à partir de la DUP que l'on pourra mettre en place une convention de financement pour les travaux. Tout de suite le reste de l'actualité en bref et en images. La commission citoyenne sur la fin de vie en faveur du suicide médicalement assisté. Ce groupe représentatif de particuliers français s'est prononcé aujourd'hui sur la délicate question de l'euthanasie active, toujours interdite en France. François Hollande a annoncé en juillet un projet de loi sans doute à la fin de l'année pour compléter et améliorer la loi Leonetti sur la fin de vie. C'était l'une de ses promesses de campagne. La France a rendu un hommage national à Nicolas Vauquer et Antoine Lequigno, les 2 soldats français tués en Centrafrique dans le cadre de l'opération Sangaris. La cérémonie présidée par François Hollande avait lieu aujourd'hui aux Invalides à Paris. Lors de son discours, le président de la République a tenu à justifier le fait que la France soit intervenue en Centrafrique. Il n'y aura pas de coup de pouce supplémentaire pour le SMIC. Michel Sapin, le ministre du Travail, a confirmé ce matin la hausse légale du SMIC de 1,1%, une hausse qui tient compte de l'inflation. Le SMIC horaire va donc passer au 1er janvier de 9,53 € brut contre 9,43 actuellement. Le salaire minimum mensuel sera de 1445,38 € brut au lieu de 1430,22 €. On termine avec les images du bain de Noël au profit des Restos du Cœur. C'était hier à Carnon dans l'Hérault. 250 courageux se sont jetés dans une eau à 15 degrés tout de même. Et tout cela pour la bonne cause puisque 6 400 € ont été collectés lors de cette opération. Là, elle est vraiment fraîche, quoi. On le sent passer. Ouais, mais c'est grave, mais c'est pas très grave. Ouais, on l'aurait fait que pour la bonne cause. De nous-mêmes, on n'y serait pas allé, je pense. Pour un peu un hommage à la Lorraine, je suis lorrain. Donc voilà. On n'a jamais froid. Un peu pour me montrer que j'ai du courage et que je peux aller faire plaisir aussi. Elle est très bonne, on s'est régalé. On y retourne, ouais. Ah, c'était magnifique, c'était super, l'eau est glacée, j'ai le cul gelé. Restez avec nous, dans un instant nous parlerons de football avec le match nul arraché in extremis par l'OM hier soir sur la pelouse de Lyon. Mais tout d'abord la séquence règle de l'image sans commentaire.